Bonjour à tous, je tiens à remercier tout particulièrement le laboratoire et donc Alexandre et Jean-François pour leur invitation à faire cette conférence aujourd'hui. Ça fait au moins 2 ou 3 ans que je travaille avec Jean-François sur ces questions de commun foncier. Et comme il l'a expliqué en me présentant tout à l'heure, moi je suis spécialiste de droit des biens, donc je suis spécialiste des questions foncières, de la manière dont la terre est appropriée, dont la terre est utilisée. Et c'est un petit peu de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. Et donc, je voudrais vous parler de la réinscription en fait, des communs fonciers dans le droit contemporain. Donc ces communs qui sont très anciens et qu'on voudrait aujourd'hui essayer de ramener dans le droit contemporain, non pas qu'ils n'y soient pas déjà, mais parce que le droit contemporain ne leur fait pas une place suffisante. On ne les reconnaît pas de manière suffisante dans la loi, et donc on essaye un petit peu de réfléchir à tout ça. Donc l'objet de cette intervention, c'est de présenter des pistes de réflexion pour la réinscription des communs fonciers dans le droit contemporain. Et je me place un petit peu à rebours de nombreuses études contemporaines, et parce que je voudrais parler en fait dans la ligne de nos futurs travaux, les travaux de la chaire Valcom, des communs ancestraux qu'on trouve éparpillés sur le territoire foncier, donc pas des communs en propriété intellectuelle ou des communs modernes qui se créent, des gens qui essaient de créer des initiatives, mais vraiment je voudrais parler de ces communs ancestraux, anciens, sur lesquels on essaye de travailler et qui se trouvent encore éparpillés sur le territoire français ainsi que sur celui de très nombreux autres États. Donc ces communs fonciers, ce sont des terres dont la propriété ou l'usage sont dévolus à une communauté qui s'en répartit les utilités. Et pour la plupart, ils ont traversé les siècles, donc ils existent depuis 4, 5, 600 ans, mais ils sont menacés aujourd'hui à la fois par la propriété individuelle, qui est aujourd'hui le ferment de la législation foncière, mais aussi par la marchandisation croissante des terres, donc l'hégémonie de la propriété privée, la marchandisation, tous ces éléments qui finalement portent atteinte aux communs fonciers, et on cherche à revitaliser un petit peu nos communs. Donc ces communs, comme je le disais, ce sont des terres dont l'exploitation optimale est collective, et c'est pour ça qu'ils sont communs. On les trouve particulièrement dans le contexte de certaines activités agro-pastorales qui sont encore pratiquées de manière traditionnelle, donc par exemple l'élevage extensif. En fait, alors que l'agriculture suppose généralement la propriété exclusive des terres, parce que quand on a un champ, on est tenté de le clôturer, le pastoralisme, par exemple, suppose le déplacement des troupeaux sur des espaces finalement assez grands, dont le bétail ne consommera qu'une fraction des fruits. Et c'est pour ça que généralement, quand on a du pastoralisme, on va avoir des communs. Tout simplement parce que le bétail a besoin de beaucoup d'espace, il ne consomme pas tout. Donc en fait, l'utilisation optimale de la terre, c'est d'avoir plusieurs personnes qui exploitent la terre en même temps. Au-delà de l'exemple français qui nous intéresse aujourd'hui, mais qui n'est pas le seul, l'ONU retient par exemple que 50% des terres sur la planète font l'objet d'une exploitation par des communautés pastoralistes. Donc d'une exploitation qui potentiellement peut susciter des communs. Donc ça va du bush africain jusqu'à la taïga lapone, en passant par les steppes de Mongolie. On a des communs absolument partout, et on en a aussi en France, donc particulièrement dans les zones de montagne qui sont beaucoup utilisées pour le pastoralisme. Alors on trouve des communs dans de très nombreux contextes. Donc on a le pastoralisme qui est l'un des points vraiment de focalisation. On a aussi certains contextes agricoles très spécifiques, par exemple la culture du chanvre dans les étangs ou la saliculture, dans lesquels on va trouver des communs également parce qu'il faut déplacer en fait des masses d'eau entre différents étangs, et donc les personnes qui possèdent chacun des étangs finalement sont interdépendantes, et on va avoir des mécanismes collectifs qui vont se mettre en place et qui vont subsister au fil des siècles. On trouve aussi des communs, par exemple, quand on a des dépendances communes entre plusieurs propriétés agricoles. Donc en fait, ce sont des accessoires de plusieurs parcelles qui vont être utilisés en commun. On peut avoir du petit patrimoine dans les villages, donc Jean-François parlait des fourbanneaux, on a des maisons de béates, on a des édifices qui finalement appartenaient à la collectivité des habitants et qui aujourd'hui ont été souvent reconvertis à autre chose. On peut avoir des systèmes d'irrigation, donc en fait ce sont des ouvrages, ce qu'on appelle un ouvrage, c'est la structure matérielle en fait, du système d'irrigation qui vont être communs, parce que l'irrigation sert à tout le monde. Donc les communs fonciers, on en a finalement beaucoup, et même si on en a étudié un certain nombre, on en a étudié très peu à l'échelle de ce qu'on a en France.
Alors bien sûr, tous les pâturages, tous les étangs, tous les canaux d'irrigation ne sont pas nécessairement des communs. Les communs fonciers, en fait, ce sont des terres ou des ouvrages dont la propriété ou l'usage, ça peut être l'un ou l'autre, est collectif, et notamment ce sont des propriétés ou des terres qui ne relèvent pas de l'indivision ordinaire, c'est-à-dire l'indivision du Code civil, qui est une propriété en puissance. Alors cette définition pourra peut-être vous sembler un petit peu vague. Quand je dis c'est la propriété ou l'usage qui sont collectifs, c'est un petit peu vague. Et pourtant, je pense que c'est la seule définition qui permette de regrouper tout ce qu'on appelle, nous, des communs fonciers. En fait, parce qu'en France, on a une très très grande diversité de structures foncières. Jean-François en a dit quelques mots. La plupart des communs fonciers, en tout cas ceux qui sont répertoriés, sont des biens sectionnaux. Les biens sectionnaux, ce sont des biens qui appartiennent aux habitants d'une partie d'une commune. Donc cette partie de la commune forme une section, et ce sont des biens qui appartiennent aux habitants de cette section. Mais on peut avoir des communs fonciers en fait, qui vont se trouver sur des propriétés privées, publiques, ou même sur des propriétés domaniales, donc sur du domaine public, et qui vont consister dans des droits d'usage qui bénéficient à une communauté. Donc en fait, les personnes ne sont pas propriétaires du sol, elles ont simplement un droit d'usage. Et là, on peut avoir par exemple des communs sylvicoles, donc des communs qui sont pour l'exploitation du bois notamment. On a aussi des exemples de communs qui reposent sur des titres de propriété privés, c'est-à-dire qu'on a des propriétaires privés qui gèrent des communs. Alors, généralement, ça va être soit parce qu'on a une copropriété forcée, c'est souvent le cas des dépendances agricoles, c'est des copropriétés forcées, mais c'est des propriétés privées, techniquement, d'un point de vue juridique, qui sont affectées à un usage commun. On peut avoir des sociétés, en fait, sui generis, des sociétés non personnifiées, dont Jean-François parlait il y a un instant. On peut avoir ce qu'on appelle des biens non délimités, qui sont en quelque sorte une anomalie cadastrale. Ce sont des biens qui n'ont jamais été bornés, donc les propriétaires ne savent pas où se situent leurs biens. Et on peut avoir aussi des communs qui sont, on va dire, d'origine coutumière, c'est-à-dire qu'on a des très anciens textes de droit qui ont plusieurs siècles et qui nous disent, bah voilà, les bergers ont le droit de faire transhumer leur bétail de tel endroit à tel endroit. Et en fait, ce sont des très 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 anciennes lois qui ont plusieurs siècles, qui n'ont pas été abolies au moment de la Révolution et qui continuent de s'appliquer. Donc là, on peut trouver par exemple des droits qui concernent la transhumance, donc le déplacement des troupeaux vers un alpage par exemple. Alors, quelle que soit leur structure juridique, à l'exception finalement des biens de section, les biens de section, ce sont des biens qui ont été un petit peu happés par le droit administratif et qui ont donc un statut, finalement un régime assez moderne. La plupart des communs fonciers reposent sur ce qu'on va appeler un droit vernaculaire, c'est-à-dire qu'ils sont émanés d'anciens titres seigneuriaux, ils sont émanés de la coutume locale, parfois simplement de pratiques historiques qui datent de plusieurs siècles. Et ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est d'essayer de réinscrire ces communs dans le droit contemporain. Donc plutôt que d'énumérer une longue liste de cas particuliers, je voudrais essayer de poser la question plus générale des mécanismes juridiques qui sont susceptibles d'encadrer le fonctionnement des communs sans dénaturer leur histoire ni leur particularité locale. Et je pense qu'il faut qu'on s'intéresse un petit peu en fait à la fonction que remplissent ces communs, à la manière dont ils sont possédés finalement, pour essayer de repenser les contours juridiques de nos communs. Et je voudrais poser 3 types de questions. En premier lieu, la complexité géographique d'un foncier qui est fragmenté entre différents propriétaires et différents usages. En second lieu, l'importance de repenser finalement la notion d'affectation des terres à un usage. Et en dernier lieu, la place des mécanismes de formalisation des rapports juridiques dans tous ces différents processus. Alors premièrement, quand il s'agit de penser la complexité finalement du foncier. Si on veut essayer de réinscrire les communs fonciers dans le droit contemporain, la première question qui se pose, c'est celle de la complexité du foncier et de la difficulté de penser un foncier complexe. Aujourd'hui, on travaille souvent sous le prisme de la propriété individuelle, et c'est très simple la propriété individuelle. J'ai une parcelle, j'ai un propriétaire. On ne peut pas faire plus simple. Et très souvent, en fait, quand on pense aux communs fonciers, on s'imagine qu'on pourrait faire pareil avec une propriété collective. C'est-à-dire qu'on a une parcelle, on crée une propriété collective dessus, puis finalement, ça reste aussi simple que la propriété individuelle. Alors,
je pense qu'il y a une place pour des propriétés collectives de ce type. Il y a une place évidemment pour essayer de penser la propriété non pas individuelle mais collective. Mais je pense aussi que finalement ça ne résout pas toutes les questions, ça ne résout pas tous les problèmes et c'est un petit peu là-dessus que je voudrais axer cette première partie de mon intervention. C'est qu'en fait, quel que soit le mode d'appropriation, les communs fonciers reposent avant tout sur l'usage, sur la communauté d'usagers et finalement la propriété du sol est un petit peu indifférente. On peut avoir des propriétés collectives, c'est très bien. Ce n'est pas nécessairement le but ou l'objet des communs fonciers que de réguler la propriété du sol, puisque les communs s'intéressent surtout à l'usage du sol. Donc c'est pour ça que je voudrais questionner un petit peu la pertinence du modèle propriétaire, même en tant que propriété collective, et m'interroger sur les autres manières qu'on peut avoir de posséder le sol en commun. Alors pourquoi est-ce que je critique un petit peu ce modèle propriétaire ? Parce que la plupart des systèmes juridiques qui légifèrent sur les communs le font en fait en attribuant la propriété des terres à une communauté. Et c'est un mécanisme que je pense utile mais non suffisant pour expliquer la complexité du foncier. Pourquoi ? Parce que quand on fait ça, en fait, en général, ce qu'on fait, c'est que à la place d'une communauté non personnifiée qui reposait sur du droit vernaculaire, on va avoir une communauté qui va devenir une personne morale, de droit public ou de droit privé, qui va devenir un interlocuteur unique, identifié par la loi, et finalement, les membres de la communauté continueront d'avoir la jouissance des terres. Donc, on essaye finalement de ne pas changer grand-chose au fonctionnement ancestral des communs, mais le problème, évidemment, c'est que quand on dit que c'est une propriété collective, eh bien, il faut qu'on ait des terres à donner à cette communauté. Donc, si la communauté n'était pas déjà propriétaire des terres, on va avoir beaucoup de difficultés. Parce que, par exemple, si on a des terres qui appartiennent à une personne publique, il va falloir que la personne publique renonce à la propriété de ces terres et qu'elle les donne à la communauté. Si on a des terres qui appartiennent à une personne privée, il va falloir exproprier cette personne privée, et ce sera une expropriation pour but d'utilité privée également, puisque ce sera pour le bénéfice en fait, des habitants de la commune et non pas pour l'utilité publique. Donc, en fait, la propriété collective, c'est très bien, mais ça ne résout pas le problème, dans la mesure où si les communautés ne sont pas déjà propriétaires du sol, on va avoir beaucoup de mal à les rendre propriétaires du sol parce qu'on va avoir des mécanismes qui sont conflictuels, des mécanismes qui sont difficiles, des mécanismes en fait, qui ne vont pas toujours fonctionner et très souvent ce sera plus simple de dire non mais en fait vous n'êtes pas réellement propriétaire que de leur donner la propriété parce qu'on a des obstacles de droit qui ne sont pas du tout anodins. Donc pour toutes les terres qui ne sont pas déjà la propriété des habitants de la communauté, finalement, l'idée d'une propriété collective ne change pas grand-chose et ne permet pas d'assurer notamment la continuité des droits d'usage sur un territoire dont la propriété va rester fragmentée entre des personnes publiques, des personnes privées, finalement des tas de propriétaires sur lesquels on voudrait exercer des droits en commun, des tas de propriétés sur lesquels on voudrait exercer des droits en commun, mais qui appartiennent à des personnes différentes. Alors, autre difficulté avec ce modèle propriétaire, c'est qu'à mon sens, il peut avoir des effets délétères qu'on observe dans certaines législations, notamment dans la législation kenyane que j'ai eu la chance de pouvoir étudier un petit peu. Quand on a une propriété collective, en fait, il faut faire très attention à la manière de la définir dans la loi, parce que la propriété, c'est avant tout le pouvoir d'exclure autrui. Alors, même si la propriété appartient à une communauté, cette communauté pourra clôturer son terrain et exclure les autres usagers, les autres communautés du terrain qui lui appartient. Le problème, évidemment, c'est que quand on a des communs fonciers, généralement, on va avoir plusieurs communautés entrelacées qui vont parfois exercer des droits finalement sur les mêmes territoires. Donc si on dit qu'il y a un territoire qui appartient à une communauté, finalement, on se retrouve comme avec un propriétaire privé, à avoir une communauté qui peut exclure les autres communautés. Donc il faut faire très attention quand on crée une propriété collective, finalement, à ne pas recréer une propriété privée mais qui appartient à plusieurs personnes, mais créer une propriété collective qui respecte en fait les autres communautés, les autres usagers du même sol. Et deuxièmement, de manière peut-être un peu plus insidieuse, quand une communauté devient propriétaire du sol, en fait, on a de fortes chances, ou je dirais plutôt un risque assez important, que cette communauté, devant l'abondance des utilités qu'elle récupère, l'abondance des utilités du sol, se détourne de son activité historique, qui peut être le pastoralisme, et décide, par exemple, que le tourisme de masse, finalement, c'est assez intéressant, ça rapporte de l'argent. Et donc, il y a un risque, en fait, que, finalement, le commun se perde, qu'au lieu d'avoir un commun, quelque chose qui est géré par les habitants, on finisse par avoir
une sorte de société finalement qui essaye de faire des bénéfices avec cette terre dont elle est devenue propriétaire. Donc là encore, propriété collective signifie qu'il faut encadrer assez sérieusement ce qu'on entend par propriété collective et ce que la communauté peut faire de cette propriété. Donc pour moi, le modèle propriétaire, la reconnaissance des communs fonciers par le législateur à travers la propriété collective, finalement tempère d'une main les problèmes de la propriété individuelle, mais reste profondément inscrite finalement dans la question de la propriété, parce qu'elle utilise le cadre de la propriété en disant simplement c'est une personne collective au lieu d'être une personne individuelle. Et donc on se heurte à plusieurs difficultés, la difficulté d'exproprier, l'imbrication des diverses communautés qu'on n'arrivera pas à gérer simplement avec de la propriété, le risque de dissolution du commun, et je pense que tout cela milite en fait pour essayer de penser aux côtés ou en complément de la propriété collective d'autres manières de posséder en commun qui vont pouvoir s'ajouter finalement à l'appropriation des terres, qui n'est pas nécessairement le point le plus important finalement quand on est face à des communs. Alors comment peut-on posséder en commun des terres finalement dont on se partage l'usage indépendamment du mode d'appropriation du sol, public, privé, collectif? La propriété c'est une chose, l'usage c'est une autre chose. Donc comment penser finalement la possession en commun par plusieurs communautés sur une terre qui leur appartient ou qui ne leur appartient pas, et finalement la complexité du foncier, l'imbrication de plusieurs communautés, de plusieurs types d'usagers, de plusieurs types d'usages sur le même sol. En fait, le droit français, le droit des biens français, a un certain nombre de mécanismes qu'on peut essayer de mobiliser. C'est des mécanismes qui généralement ne sont pas reconnus dans les textes, mais qui ont été reconnus par la jurisprudence. Donc je voudrais donner quelques-uns de ces mécanismes et essayer d'expliquer aussi à quoi ils servent et pourquoi ils sont pertinents. Alors, pourquoi ils sont pertinents? Parce que nos communs fonciers, finalement, ils reposent sur des territoires qui sont géographiquement étendus, qui sont fragmentés, parce qu'ils vont parfois s'étendre sur plusieurs propriétés, donc plusieurs terrains qui sont appropriés par des personnes différentes. Ils vont s'étendre parfois sur plusieurs communes. Et puis, dans nos communs fonciers, notamment si on pense au cas le plus simple qui est le pastoralisme, on va avoir des usages qui sont saisonniers, qui sont non exclusifs, parce que la même terre est utilisée par plusieurs communautés. Et finalement, la question de la propriété, ça obscurcit complètement toutes ces difficultés. On ne se pose pas ces questions-là, alors qu'on devrait se les poser si on veut envisager finalement la continuité géographique et temporelle des communs. Alors les difficultés auxquelles je pense qu'il faut qu'on réponde, premièrement, c'est qu'il faut avoir un panel suffisant de techniques, de mécanismes juridiques pour essayer de permettre finalement la continuité des droits d'usage, même si on a un éclatement sous-jacent des titres de propriété. J'ai plusieurs terrains qui sont appropriés par plusieurs personnes et j'ai besoin de faire passer mon troupeau sur tous ces terrains, dont je ne suis évidemment pas propriétaire. Deuxièmement, il faut essayer de penser la mobilité et la saisonnalité des pratiques agropastorales. On a la transhumance, on a besoin de déplacer un troupeau. La transhumance, c'est saisonnier aussi. Donc on a des pratiques qui ne vont pas avoir lieu toute l'année, mais qui vont avoir lieu à certaines périodes, sur certains territoires, sur certains terrains. Donc il faut arriver à penser finalement cette temporalité-là, qui n'est pas du tout de l'essence de la propriété privée en France. Et troisièmement, je pense qu'il faut essayer de penser la superposition des droits de plusieurs communautés sur le même terrain. Et ça, ce n'est pas la propriété qui va nous donner des réponses, c'est le fait de penser différentes manières de posséder en commun plutôt que d'approprier les terres. Donc en fait, il faut pouvoir faire coexister, par exemple, le droit de pâturage d'une communauté avec la transhumance d'une autre communauté qui va passer sur ce terrain, alors qu'une troisième communauté va, sur le même terrain, avoir le droit, par exemple, de prélever du bois de chauffage. Il faut essayer de penser cette imbrication de plusieurs types de droits, de plusieurs types d'usages sur une même terre. Et je pense que le droit français, en fait, dispose d'un certain nombre de techniques qui permettent de faire à peu près tout ça, qui ont été consacrées par la jurisprudence, qui ne sont pas consacrées aujourd'hui dans les textes, donc notamment pas dans le Code civil, et qui mériteraient peut-être une meilleure conceptualisation juridique. Alors, je voudrais parler premièrement de la diversité des droits d'usage. La jurisprudence reconnaît en fait un certain nombre de droits d'usage, bien au-delà de ceux qui existent dans le Code civil, droits d'usage qui peuvent être plus ou moins étendus et qui ont finalement une très très grande plasticité, puisqu'on peut avoir des droits d'usage, on va dire, exclusifs, qui sont pratiquement comme un usufruit, c'est-à-dire qu'on va avoir toutes les utilités du terrain, finalement, dont on n'est pas propriétaire, et on peut avoir des droits d'usage extrêmement limités, comme ramasser un petit peu de bois de chauffage. Donc les droits d'usage, ça peut être, c'est quelque chose qu'on peut
configuré finalement pour l'adapter aux besoins de la communauté, pour l'adapter au type de droit dont elle a besoin. On peut avoir un droit d'usage qui va porter sur un pâturage. On peut aussi avoir un droit d'usage qui va porter sur la chasse, sur le bois, sur certains usages des étangs. Donc ça, on en a beaucoup dans la jurisprudence. Dans le Code civil, on a finalement 2 modèles. Dans le Code forestier, on a quelques autres système, mais on a beaucoup de jurisprudence au XIXe siècle sur ce que la Cour de cassation appelait parfois des servitudes usagères. Donc servitude parce que c'est quelque chose qui grève la terre, et usagère parce que c'est un usage qu'on donne en fait aux habitants d'une communauté ou membres d'une communauté, et pas à une personne, pas à un individu, mais à une communauté plutôt qu'à un individu. Donc ces droits d'usage, ils existent, ils sont reconnus par la jurisprudence, et c'est quelque chose sur lequel on pourrait travailler. Alors la deuxième chose dont je voudrais parler, c'est un système qui s'inspire finalement de ce qu'on appelle une servitude prédiale. Une servitude prédiale, c'est typiquement un droit de passage. J'ai le droit de passer sur le champ de mon voisin pour accéder à un troisième terrain, pour accéder à un autre terrain. Alors on pourrait se dire, la servitude finalement, ça pourrait être très bien pour des activités comme la transhumance. J'ai besoin de faire passer mon troupeau sur le champ du voisin avant d'arriver à mon pâturage. Oui et non, parce que les servitudes en droit français, ce sont des droits qui, généralement, ne sont pas inscrits dans une temporalité particulière, et surtout, ce sont des droits qui ont une assiette fixe. C'est-à-dire que la servitude, elle passe à tel endroit et pas à un autre. Donc là, quand on regarde la servitude qui existe dans le Code civil, on se dit, on a du potentiel, mais ce n'est pas réellement ce dont on a besoin pour comprendre en fait la mobilité à travers les communs et à travers des espaces qui sont appropriés par différentes personnes. Mais si on regarde le droit coutumier de Provence, qui est reconnu par la jurisprudence, donc évidemment seulement en Provence, on a des chemins de transhumance dont l'assiette est fixée chaque année par une décision de l'autorité publique. Et généralement, le droit de passage, en fait, le chemin de transhumance, on va le fixer sur un champ qui est en jachère. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas exploité, donc finalement il n'y a pas de dommage aux cultures. Ça peut permettre également de les fertiliser un petit peu. Donc c'est très utile de faire passer ce chemin de transhumance sur un champ qui est en jachère et qui n'est pas cultivé à ce moment-là. Donc c'est des choses qui peuvent se faire et finalement qui pourraient donner des modèles alternatifs adaptés aux rythmes agricoles et à la rotation des cultures, non pas à l'échelle d'un seul terrain, mais à l'échelle de plusieurs terrains appropriés par des personnes différentes. Donc c'est encore une piste de quelque chose qu'on pourrait essayer de penser. De même, pour ce qui concerne le caractère saisonnier de certaines pratiques agricoles ou agro-pastorales, la jurisprudence en France reconnaît de très longue date qu'on peut avoir une forme d'indivision ou de copropriété forcée, donc finalement un terrain qui est la propriété de plusieurs personnes, et dont on se répartit la jouissance, non pas en disant je vais prendre la partie ouest et l'autre personne prendra la partie est, mais on se répartit la jouissance dans le temps. Donc la jurisprudence reconnaît qu'on peut avoir une propriété collective, on va dire, sur laquelle une personne va avoir, le plus souvent c'est les droits de premières herbes et de secondes herbes, donc les premières herbes finalement c'est les meilleures, c'est celles qui ont le plus de valeur, une personne va avoir ce droit sur les premières herbes et une autre personne va avoir un droit sur ce qu'on appelle les secondes herbes, donc les herbes qui repoussent ensuite. On pourrait très bien avoir un droit qui s'exerce au printemps et un autre qui s'exerce à l'automne. Donc on peut envisager ce genre de répartition des utilités de la terre entre les membres d'une même communauté s'ils ont des usages différents, ou même entre plusieurs communautés, si c'est des communautés qui ont des usages différents de la terre ou qui ont des besoins différents par rapport à cette terre. Alors c'est des choses qu'on essaye de faire aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les conventions pluriannuelles. Et les conventions pluriannuelles, c'est des genres de baux qui ont été pensés spécifiquement pour des activités saisonnières, notamment en montagne. Donc je peux avoir un terrain qui a une vocation agricole, on va dire, au printemps et à l'été, et qui va servir pour les pistes de ski en hiver. Je peux avoir un terrain dont on reconnaît qu'il a deux usages, et la convention pluriannuelle va me permettre d'utiliser ce terrain certains mois de l'année et pas le reste de l'année. Donc on a ce genre de choses, mais l'idée évidemment, ça serait d'essayer d'avoir des droits un petit peu plus pérennes, et adapter, là encore, au rythme saisonnier en fait, des activités agro-pastorales qui peuvent avoir lieu sur un même terrain, sur une même terre. Enfin, le dernier point dont je voudrais parler à ce sujet, c'est les dépendances bâties. J'ai évoqué tout à l'heure le fait qu'on pouvait avoir un four banal, une
petite bâtisse, un système d'irrigation, qui sont utilisés par un ensemble d'ayants droit, donc par une communauté de personnes. Et finalement, c'est des choses qui ne posent pas beaucoup de difficultés en droit français. Pourquoi ? Parce qu'en droit français, on reconnaît la possibilité de ce qu'on appelle une dissociation du foncier et du bâti, donc une dissociation entre la propriété de la terre et la propriété des édifices qui sont implantés sur cette terre. C'est-à-dire qu'on peut avoir une personne privée qui est propriétaire du terrain et une communauté qui est propriétaire du système d'irrigation qui a été installé par eux sur ce terrain. C'est tout à fait possible en droit français. Alors c'est quelque chose qui est reconnu entre guillemets aux articles 552 et 553 du Code civil. Ce sont des articles qui ne le disent pas explicitement, mais qui sont reconnus depuis pratiquement la création du Code civil par la Cour de cassation comme permettant cette dissociation entre le foncier et le bâti. Et là encore, c'est quelque chose qui peut être mis en place, qui peut être mis en œuvre quand on a des communs qui reposent sur des dépendances bâties. Donc voilà, je pense qu'on a un panel de techniques en droit français. Évidemment, ce petit aperçu n'est pas exhaustif, hein, c'est un aperçu du droit français, donc on peut avoir d'autres systèmes évidemment dans d'autres pays. L'une des difficultés, bien sûr, c'est la reconnaissance non seulement de ces différentes techniques qui ont différents usages, qui ont différentes fonctions, mais aussi la possibilité de superposer ces techniques sur un même territoire, sur une même terre. Alors évidemment, on peut le faire. Rien n'interdit d'avoir un petit peu un mélange de toutes ces techniques en fonction des besoins de chacun. Le problème, évidemment, c'est que ce n'est pas conceptualisé, ce n'est pas quelque chose dont on parle. Vous prenez n'importe quel ouvrage de droit des biens ou de droit administratif des biens, on ne parle pas de la superposition de ces différentes techniques, de ces différents mécanismes sur un même territoire, et finalement, on n'y pense pas. Si on n'en parle pas, c'est aussi qu'on n'y pense pas. Quand on est confronté à la question, on se dit qui est propriétaire, et on ne va pas chercher plus loin, finalement, généralement, quand on est en droit français. Donc, je pense qu'il faut militer, finalement, pour une reconnaissance de la complexité du foncier, qui serait bénéfique non seulement quand on est face à des communs fonciers, mais qui peut également servir aujourd'hui en matière d'urbanisme, où on a de plus en plus finalement de bâtiments qui s'imbriquent, de choses qui vont avoir tendance à s'imbriquer, parce qu'on se rend compte que la terre est limitée, l'espace est limité, et donc on a besoin d'avoir plusieurs personnes qui utilisent la même terre en même temps. Les communs fonciers en sont un exemple, on en a aussi beaucoup d'exemples en ville, quand on est obligé de superposer un métro, un centre commercial, des bureaux et des habitations. Ce qu'on fait dans toutes les grandes villes. Donc penser à la complexité du foncier, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, et je pense qu'il pourrait être très intéressant. Donc la réinscription des communs fonciers dans le droit contemporain suppose à mon sens de penser cette complexité du foncier et de se détacher du paradigme de la propriété, même si on peut envisager des propriétés collectives, mais essayer de se détacher un petit peu de ce paradigme-là pour penser finalement la superposition des usages, des communautés, des charges foncières qui vont grever la terre pour le bénéfice d'une communauté. Donc la propriété seule ne peut pas répondre à tous les besoins, ne peut pas répondre à tous les besoins sur des communs fonciers, parce que les communs fonciers, au-delà de l'appropriation, c'est des communautés, même d'usagers, qui vont utiliser le même sol et qui vont utiliser les différentes utilités de ce sol pour des troupeaux, pour déplacer des masses d'eau, pour avoir des activités saisonnières qui peuvent tout à fait s'exercer en même temps sur le même sol. Donc je voudrais proposer un petit peu de réfléchir à toutes ces techniques et à la complexité du foncier. Mais en amont, quand on dit qu'il faut penser à la complexité du foncier, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi est-ce qu'on pense cette complexité ? Pourquoi est-ce qu'on crée tous ces droits ? Et je pense qu'en fait, pour pouvoir penser correctement la complexité du foncier, il faut commencer par penser à l'affectation des terres à un usage. Et cet usage, c'est en fait l'activité qui crée le commun, l'activité qui fonde la communauté. Et donc, je pense que pour penser finalement la réinscription des communs fonciers dans le droit contemporain, la seconde question à laquelle on doit répondre, et ce sera la deuxième partie de mon intervention, c'est celle de l'affectation des terres à un usage. C'est-à-dire celle de l'activité qui est menée par la communauté, activité qui est généralement une activité économique ou une activité de subsistance, qui est la raison d'être de la communauté, puisque sans cette activité, la communauté n'existerait pas.
Et cette raison d'être, finalement, doit nous servir à définir les droits et les devoirs des membres de la communauté par rapport au foncier. On ne crée pas des communs fonciers ou on ne défend pas les communs fonciers simplement pour dire la terre appartient à toutes ces personnes. C'est parce que ces personnes ont une activité, c'est parce qu'elles ont besoin de la terre, c'est parce que la terre fédère la communauté qu'on a besoin des communs fonciers. Sinon, on pourrait avoir la propriété individuelle, on pourrait avoir des sociétés de capitaux qui essayent de faire du profit avec la terre, on n'aurait pas besoin des communaux. On a besoin de nos communs fonciers parce qu'ils sont liés à des activités économiques précises dont la communauté a besoin. Et donc finalement, je pense qu'il faut essayer de penser l'affectation des terres à un usage, et en l'occurrence à cet usage de la communauté. Et l'affectation des biens à un usage, en droit français, ne fait pas non plus l'objet d'une conceptualisation particulière. On peut même considérer que c'est très lacunaire. Il y a eu très très peu de travaux sur le sujet. Pourquoi ? Là encore, parce que en droit français, le paradigme, c'est la propriété individuelle, on ne s'intéresse pas à l'affectation des terres. Alors, il y a quand même quelques contextes dans lesquels on s'intéresse à l'affectation des terres, en droit public notamment, la domanialité publique, ce qu'on appelle le domaine public, ce sont des... Alors, en matière foncière, bien sûr, ce sont des terres qui sont affectées à l'usage du public ou à un service public. Donc, on a une notion d'affectation qui a commencé à être pensée finalement assez récemment, puisque ça a été pensé au cours du XXe siècle, tout ça. On a une notion d'affectation quand on pense finalement à la réglementation de l'usage des sols. On a des sols qui sont affectés à l'agriculture, d'autres qui vont être affectés à l'habitation ou à des usages de bureaux, et on peut penser à l'affectation sous un prisme assez publiciste finalement, qui dans ce cas-là va être la réglementation. Mais l'affectation, ça pourrait être un mécanisme plus général qu'on applique finalement un petit peu à toutes les terres et à toutes les activités qui sont exercées sur ces terres. Finalement, l'affectation, c'est simplement un reflet de la fonction sociale de la propriété et du foncier de manière générale, la fonction sociale de la terre, et ça nous dit simplement qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe quelle terre. C'est le concept d'affectation est entièrement là-dedans. On ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe quelle terre. Et donc, comme les communs fonciers sont finalement liés à une activité économique ou une activité de subsistance assez précise, on peut utiliser cette activité pour déterminer, pour limiter le contenu des droits des communautés. Pourquoi ? Parce que si la communauté n'est pas propriétaire du sol, on se figure qu'il finira par y avoir des conflits avec le propriétaire du sol ou la collectivité, la commune. Donc finalement, si on utilise l'activité pour dire la communauté, elle a besoin du pâturage pour ses bestiaux, mais elle n'a pas spécialement besoin... elle n'a pas besoin de toutes les utilités de la terre finalement, donc elle va laisser les autres utilités de la terre aux autres usagers et elle ne va utiliser que ce dont elle a besoin et que finalement ce à quoi elle a droit en vertu du droit coutumier ou des titres anciens qui ont institué son droit. Donc finalement, pour protéger les communs, il faut essayer de sanctuariser cette activité qui est en lien avec la communauté, ce qui permet à la fois de protéger l'usage des terres, et aussi d'éviter les dérives, donc d'éviter finalement les communautés qui deviennent des sociétés et qui vont décider de pratiquer le tourisme de masse ou je ne sais quoi encore, plutôt que cette activité qui a fondé leurs droits au départ. Donc on ne peut pas leur donner un droit absolu, un chèque en blanc, et leur dire tout simplement faites ce que vous voulez de la terre, elle est à vous. Finalement, c'est très utile de penser l'affectation et de dire votre droit est conditionné à une activité qui est l'activité pour laquelle on vous l'a donné. Alors, Pensez cette affectation des terres, je pense que ça nous permet de réfléchir à plusieurs questions, là encore, qui sont assez essentielles pour la compréhension des communs fonciers. Premièrement, l'affectation des terres à un usage, ça permet de penser donc l'activité économique qui justifie l'existence du commun, donc de penser les droits et les devoirs des membres de la communauté. Deuxièmement, ça nous permet aussi de penser un petit peu la rationalité économique du commun, parce qu'un commun qui coûte plus qu'il ne rapporte finira par disparaître. Donc on ne peut pas avoir des communs qui dépérissent. Si on a des communs qui dépérissent économiquement, ils finiront par disparaître. Et troisièmement, quand on pense aux communs, je pense qu'il faut aussi penser, alors sans entrer dans une logique mercantile ou économique, mais il faut penser finalement l'amélioration durable du foncier. Il faut penser que les communautés vont avoir besoin de faire des investissements et donc de trouver de l'argent ou des investisseurs pour améliorer la terre, sans quoi les communs finiront là encore par dépérir. Et je pense qu'avec l'idée d'une affectation des terres à un usage, on peut arriver à concilier un petit peu tous ces intérêts qui, je pense, vous vous en rendez compte, sont parfois un petit peu contradictoires ou conflictuels.
Donc, en somme, je vais essayer d'expliquer pourquoi l'affectation des terres à un usage délimite l'étendue des droits et des devoirs des usagers qui bénéficient du commun, mais ne doit pas non plus constituer un obstacle à la rationalité économique de ce commun ou à la réalisation d'investissements qui sont parfois coûteux, mais qui sont nécessaires pour pérenniser finalement l'usage de la terre, notamment dans le contexte de la transition énergétique. Alors, en premier lieu, à quoi sert l'affectation des terres ? Eh bien, l'affectation des terres, ça permet tout simplement, et d'une manière très très basique, de délimiter les droits des usagers. C'est-à-dire que, alors, si on a une communauté qui est propriétaire, finalement, l'affectation va plutôt servir à contraindre cette communauté, mais si on imagine une communauté qui n'est pas propriétaire de la terre, une communauté qui exerce des droits d'usage sur la terre appartenant à quelqu'un d'autre, eh bien finalement, les droits de la communauté vont se limiter, en vertu du titre de cette communauté, à l'activité économique ou à l'activité de subsistance qui a fondé cette communauté, l'activité autour de laquelle la communauté existe, se retrouve et exerce donc cette activité. Au contraire, quand on a une communauté qui est propriétaire du sol, donc une communauté qui est propriétaire du foncier, finalement, on va utiliser l'affectation pour restreindre ses droits et pour lui dire « mais vous n'avez pas le droit de convertir la terre à un autre usage si cet usage empêche finalement les générations futures d'exercer les droits que vous aviez, vous aviez une terre qui servait de pâturage, vous n'avez pas le droit de la convertir à un autre usage parce que la terre appartient tout autant aux générations futures qu'elle vous appartient à vous. » Quand on parle d'un commun foncier, finalement, ce n'est pas une indivision entre les personnes présentes aujourd'hui, mais un commun foncier, c'est un bien qui appartient également aux générations futures et qu'il faut préserver pour les générations futures. Donc l'affectation, ça permet un petit peu de comprendre tous nos communs fonciers d'un seul coup, ceux dont on a la propriété, ceux dont on n'a pas la propriété, finalement, pour délimiter les droits et les devoirs des membres de la communauté. Alors ça va avoir plusieurs conséquences, parce que quand on dit par exemple que telle terre est affectée au pâturage, prenons une terre affectée au pâturage, peu importe qui en est propriétaire, bien, cette terre finalement, alors si elle appartient à la communauté, va être inaliénable, si elle n'appartient pas à la communauté, le droit de pâturage va subsister en cas d'aliénation de la terre, donc on ne pourra pas en fait changer l'affectation, changer l'usage de la terre. La terre va être indivisible, c'est-à-dire que les membres de la communauté ne peuvent pas décider de se partager le pâturage, parce qu'en fait, pour faire paître un troupeau de moutons, on a besoin du pâturage entier et non pas d'un petit lopin sur lequel ils ne pourront pas se déplacer. Ces droits, généralement, vont être, alors pas totalement imprescriptibles, mais en tout cas, il faudra que aucun membre de la communauté n'exerce le droit pendant 30 ans pour que le droit disparaisse par le non-usage. Donc ce n'est pas le fait qu'un membre de la communauté n'exerce pas ses droits ne les remet pas en cause finalement, tant qu'il y a au moins un membre de la communauté qui, une fois de temps en temps, exerce les droits auxquels la communauté a droit. Et très généralement, enfin, l'affectation des terres, si on dit cette terre est affectée au pâturage, bien évidemment la terre sera inconstructible, puisque la constructibilité serait contraire à l'affectation au droit de pâturage. Alors évidemment, cette inconstructibilité, là encore, sera un petit peu nuancée, parce que si on a un pâturage, on peut très bien avoir des cabanes de bergers. Donc on aurait une inconstructibilité un petit peu nuancée, parce qu'on pourrait très bien envisager de construire certaines infrastructures qui répondent à l'affectation de la terre, qui répondent aux besoins des usagers. Donc l'affectation, ça permet d'une certaine manière de penser les droits de la communauté, de limiter les droits de la communauté, de l'empêcher de convertir la terre à un autre usage qui ne serait pas en lien avec cette activité qui leur confère des droits, qui leur confère ce statut de communauté. Et de la même manière, l'affectation des terres à un certain usage, ça va permettre de créer des règles de gouvernance, de créer ce qu'on va appeler des obligations réelles qui vont s'imposer aux membres de la communauté. C'est-à-dire que si vous voulez le droit d'envoyer vos moutons paître sur le pâturage commun, eh bien vous allez devoir respecter des règles, parce que ce pâturage est commun, et donc il va y avoir des obligations qui vont s'imposer à tout le monde. Alors généralement, quand on a un pâturage, en fait, quand on a une propriété collective ou un droit d'usage sur un pâturage, les bergers vont se diviser, pour se partager ce qu'on appelle la montagne, donc l'endroit où se trouve le pâturage, en plusieurs parcours. Donc les parcours, c'est les chemins qui vont être utilisés par les bergers. Chaque parcours étant susceptible de nourrir un certain nombre de bêtes, donc chaque berger pourra amener ce nombre de bêtes sur la montagne, mais pas plus, parce que sinon il va finalement empiéter un petit peu sur les droits des voisins. Et puis, on peut avoir des obligations de débroussaillage, des obligations d'entretien.
Ces obligations, alors parfois seront réalisées individuellement par chacun des bergers, puis parfois ce sera des corvées collectives, c'est-à-dire que tel samedi ou tel dimanche, tout le monde s'y met, on entretient le chemin. Et on peut avoir des sanctions, évidemment, si on a des membres de la communauté qui refusent de prendre part à ces corvées. Notamment, ils peuvent perdre leur droit d'usage ou devoir verser une contrepartie financière aux autres membres de la communauté. Donc, l'affectation des terres à un usage, c'est très utile également pour déterminer finalement les règles de gouvernance et les obligations des membres de la communauté par rapport aux terres. Donc, je pense qu'il est assez important d'essayer de comprendre, de conceptualiser cette notion d'affectation, à la fois quand on a des communs fonciers dont on est propriétaire, mais aussi quand on a des communs fonciers qui sont situés sur la propriété d'autrui, parce que l'affectation, ça va limiter les droits de la communauté, ça va lui donner des obligations qui vont être utiles pour le propriétaire de la terre. Alors, imaginons cette fois-ci qu'on a une communauté qui est propriétaire de la terre. Donc, elle est propriétaire du terrain, elle est propriétaire de toutes les utilités de la terre. Et pourtant, on a une communauté de bergers. On a des bergers qui utilisent la terre pour un usage de pâturage exclusivement, mais il se trouve, par un certain nombre de circonstances historiques, qu'ils en sont propriétaires. Est-ce que cette affectation de la terre au pâturage signifie que les bergers ne peuvent rien en faire d'autre ? Bien, évidemment non, parce que si les bergers qui sont propriétaires d'une terre et qui ne l'utilisent que pour le pâturage ne peuvent rien faire d'autre sur cette terre, simplement parce qu'ils peut-être qu'ils n'en ont pas la capacité ou l'appétence, ils n'ont peut-être pas envie de faire autre chose que l'élevage, ça veut dire que la terre sera mal entretenue. Parce qu'on pourrait avoir, par exemple, un excès de gibier qui va causer des dommages sur les terrains voisins. Si personne ne pratique la chasse, on va avoir trop de gibier, et ce gibier va causer des dégâts sur le fond voisin. Si personne n'entretient le terrain, par exemple, on va dire les sentiers ou des parties du terrain qui ne sont pas forcément utilisées pour le pâturage, on peut avoir des gens qui se promènent, qui vont avoir un accident, les propriétaires sont responsables. Donc, si on a une communauté qui est propriétaire de la terre, il faut bien évidemment qu'elle puisse consentir un bail de chasse, une convention pluriannuelle, qu'elle puisse en tout cas passer des conventions avec des tiers, pour que ces tiers réalisent certaines activités qui vont permettre notamment d'entretenir la propriété, d'éviter finalement que les propriétaires ne soient responsables de dégâts causés par leur inaction sur ce terrain, en tout cas dans certains domaines. Et là encore, toutes ces conventions sont possibles à partir du moment où elles n'empiètent pas sur l'affectation de la terre à l'usage de pâturage. Je peux très bien avoir une convention de chasse sur un terrain qui sert aussi à autre chose pour la communauté. Donc l'affectation, ça permet là encore de limiter, de délimiter en fait les types de conventions que la communauté pourra ou ne pourra pas passer. Et un petit peu dans la même veine, je voudrais parler enfin de la question de l'amélioration de la terre. Est-ce qu'on peut réaliser des investissements, mettre peut-être des infrastructures, des sources d'énergie renouvelables, essayer d'atteindre l'autonomie énergétique sur des communs fonciers ? Bien, évidemment, si on veut que nos communs persistent, si on veut que nos communs puissent finalement tenir dans la durée, il faut qu'on puisse envisager de tels investissements, qu'on puisse envisager la réalisation de ces investissements. Et pourtant, ça va être compliqué sur des communs fonciers. Parce que nos communs fonciers, je viens de le dire à l'instant, à partir du moment où ils sont affectés à un certain usage, on ne va pas pouvoir les vendre, donc on ne va pas pouvoir les donner en garantie, on ne va pas pouvoir les hypothéquer, ils sont en dehors du marché, ils sont en dehors de cette économie de marché, de cette économie financiarisée finalement, monétarisée. Alors comment est-ce qu'on fait pour réaliser des investissements, parfois très onéreux, que la communauté ne peut pas financer elle-même ? Bien, là encore, on pourrait très bien envisager d'utiliser par exemple un bail constitutif de droit réel, donc c'est un bail de très longue durée finalement, qui permettrait d'installer par exemple des panneaux photovoltaïques ou en tout cas des sources d'énergie renouvelables qui seraient exploitées en fait par la personne qui a financé leur installation, en échange du versement d'un loyer, donc le loyer qui serait perçu par la communauté, et finalement donc, on aurait ces installations qui seraient réalisées par une personne qui les exploite,
qui en retire un bénéfice. La communauté retire un petit bénéfice qui est le loyer qui lui est versé. Et puis au bout de 30 ans, par exemple, à la fin du bail, les installations deviennent la propriété de la communauté. C'est le droit commun de ce type de baux. Les installations deviennent la propriété de la communauté qui finalement va pouvoir commencer à en bénéficier pleinement. Donc on peut envisager ce genre de mécanisme qui ne suppose pas, en tout cas, de créer une hypothèque ou de remettre en cause la propriété et l'usage du commun foncier et qui donc ne remettent pas en cause son affectation, par exemple, dans ce cas-là, au pâturage. Donc il me semble que la réinscription des communs fonciers dans le droit contemporain suppose, premièrement, de penser à la complexité du foncier et, deuxièmement, ce dont je viens de parler, que cette conceptualisation de la complexité du foncier soit guidée par l'idée d'affectation des terres à un usage, par l'idée qu'en fait, tant que la terre reste affectée à l'usage pour lequel elle est devenue un commun foncier, finalement, on est assez libre de faire ce qu'on veut. L'affectation de la terre à un usage va déterminer les droits et les devoirs des membres de la communauté, et tant que cette affectation est respectée, on est libre de faire à peu près ce qu'on veut. Si on est propriétaire de la terre et qu'on a une communauté qui a des droits d'usage, eh bien le propriétaire pourra faire tout ce qu'il veut à partir du moment où il n'empiète pas sur le droit d'usage. Et si on a une communauté qui est propriétaire directement de la terre, elle pourra tout à fait consentir des baux ou un certain nombre de conventions à partir du moment où ça n'empiète pas sur l'affectation de la terre à l'activité pour laquelle cette terre est commune. En tout dernier lieu, je voudrais évoquer finalement ce qui va permettre à la fois de conceptualiser l'affectation des terres à un usage et la complexité du foncier. Et c'est finalement les formes, les manières dont on peut reconnaître l'existence des communs fonciers, les manières dont l'ordre juridique peut formaliser finalement cette situation, formaliser ces communs fonciers. Alors, il faut savoir qu'en droit français, aujourd'hui, il y a deux manières, deux formes pour reconnaître des communs fonciers. La première, c'est la loi qui encadre les biens des sections de communes. Donc quand on a des biens qui, par la loi, sont reconnus comme étant des biens de section, finalement, ça va s'appliquer automatiquement. L'autre manière de reconnaître des communs fonciers, c'est la jurisprudence. C'est-à-dire que la jurisprudence va reconnaître la validité et l'applicabilité d'une coutume. La jurisprudence va reconnaître la validité d'un titre émané il y a plusieurs siècles d'un seigneur féodal. La jurisprudence va reconnaître l'usage immémorial de la terre pour une certaine activité. Donc en France, c'est plutôt la loi ou la jurisprudence qui vont réellement concrétiser, formaliser nos communs fonciers. Alors pour ce qui est de la reconnaissance légale pour les sections de communes, il faut savoir que la loi interdit la constitution de nouvelles constitutions de communes, donc ce n'est pas extrêmement utile pour réinscrire les communs fonciers dans le droit contemporain. La reconnaissance jurisprudentielle des communs fonciers, c'est quelque chose qui marche très très bien. Alors, on a évidemment des difficultés, on a des aléas, puisqu'il faut aller devant une juridiction, il faut que la juridiction reconnaisse le commun, il faut qu'un certain nombre d'étoiles s'alignent, et il y a souvent des combats. Si on va devant une juridiction, c'est qu'il y avait un litige au départ, donc c'est complexe. Mais c'est quelque chose qui marche très bien, c'est une chance qu'on a en France. On a un certain nombre de systèmes juridiques dont je vais essayer de ne pas parler, parce que je vois que le temps passe. On a un certain nombre de systèmes juridiques dans lesquels ce n'est pas possible. En France, on peut acquérir la propriété. En fait, les modes d'acquisition de la propriété et surtout la preuve de la propriété sont libres. La preuve des droits d'usage, la preuve des droits fonciers est raisonnablement libre. C'est-à-dire que si on va devant une juridiction et qu'on dit « ça fait plus de 30 ans que la communauté exerce tel droit de facto », la juridiction peut tout à fait dire « effectivement, vous avez ce droit ». À partir du moment où on arrive à le prouver, la juridiction peut dire qu'on a ce droit. Ce n'est pas le cas dans tous les systèmes juridiques. On a un certain nombre de systèmes juridiques où il faut une reconnaissance légale impérativement. On ne peut pas simplement aller devant une juridiction et essayer de plaider son cas. Donc le droit français n'est pas trop mauvais sur ce plan-là. Le problème, évidemment, c'est que si on a besoin d'un litige, si on a besoin d'aller devant le juge, ce n'est pas une solution optimale. C'est une solution qui marche. C'est un très bon pis-aller. Ce n'est pas évidemment la solution optimale. Alors, ce dont je voudrais parler en matière de formalisation des communs fonciers, c'est donc premièrement ce titre des communautés, ce titre qui en France peut émaner de la loi ou d'une juridiction qui va reconnaître une autre source du droit. Deuxièmement, je voudrais parler de la question du recensement des communs fonciers. Est-ce qu'on doit avoir un registre recensant les communs fonciers ?
Et troisièmement, je voudrais parler très brièvement de la sécurisation de ces communs, et notamment de leur sécurisation face aux tiers et face à l'expropriation. Alors, sur l'origine, les manières d'acquérir le commun foncier, j'ai déjà un petit peu vendu la mèche. En droit français, on peut reconnaître à peu près n'importe quel type de titre. On va quand même rencontrer plusieurs difficultés. Une première difficulté, c'est la délimitation géographique des communs. Parce que si on a un titre très ancien, le titre très ancien ne va pas faire une référence à une parcelle cadastrale numérotée après 1950. Le titre très ancien, qui a 400 ou 500 ans, va nous dire que depuis le ruisseau qu'il y a là jusqu'à la montagne qu'il y a là-bas, c'est commun. Donc on va avoir un problème de délimitation, on va avoir un problème finalement de localisation géographique de ces communs, en tout cas un problème de bornage aux extrémités au moins du commun, c'est un problème qu'on peut rencontrer et pour lequel évidemment il serait sans doute mieux d'essayer d'avoir des règles qui ne passent pas nécessairement par un litige. On peut avoir des problèmes aussi d'applicabilité territoriale de la coutume. En France, on a plusieurs coutumes qui reconnaissent des communs fonciers, notamment la coutume de Barcelone et la coutume de Soule dans le Pays Basque. La coutume de Barcelone, c'est pour la Catalogne française, et la coutume de Soule pour le Pays Basque. Et bien pareil, on a des problèmes d'applicabilité territoriale de la coutume. Jusqu'où va la coutume, jusqu'où s'applique la coutume, et à partir de quel point on ne peut plus bénéficier des règles qui sont prévues dans le droit coutumier. Donc, première difficulté qui n'est pas insurmontable, qui peut se régler devant les juridictions, même si, encore, ce n'est pas optimal. La deuxième difficulté, c'est une difficulté que nous n'avons pas, donc on peut en être content, c'est que notre système de publicité foncière, finalement, on a une publicité foncière qui n'est que informative en France. La publicité foncière ne crée pas de droit réel, donc on n'a pas besoin d'avoir un droit publié. Vous allez au Royaume-Uni, par exemple, où je travaille, au Royaume-Uni, on a besoin de publier les droits. Le droit n'est créé qu'à partir du moment où il est publié. Ce qui suppose en fait d'avoir déjà une décision de justice, d'avoir déjà plusieurs mécanismes en place, de prévenir le propriétaire et ensuite de publier. Donc on a des systèmes juridiques dans lesquels la reconnaissance des communs fonciers sera très difficile. Ce n'est pas notre cas en France, mais on a des systèmes juridiques dans lesquels il existe des communs fonciers et dans lesquels on va avoir beaucoup plus de mal parce qu'il va falloir une loi finalement qui autorise à publier des actes ou des titres sur des communs fonciers. Donc le droit français là-dessus peut se contenter finalement d'assez peu. On aurait sans doute besoin de définir un petit peu les communs pour ne pas être obligé de passer à chaque fois devant les juridictions. Et dans d'autres systèmes juridiques, ça pourrait être beaucoup plus compliqué. La deuxième question dont je voudrais traiter très rapidement, c'est celle de l'enregistrement des communs fonciers. Est-ce qu'on doit faire un registre spécial des communs fonciers ? Alors, la première chose qui me semble évidente, c'est qu'on ne peut pas se contenter des registres qui existent, c'est-à-dire le cadastre et la publicité foncière qui repose sur le cadastre. On ne peut pas se contenter de ces registres-là pour essayer de formaliser les communs fonciers. Pourquoi ? Parce que les communs fonciers, comme je l'ai dit plusieurs fois, généralement vont s'étaler sur plusieurs parcelles, voire sur plusieurs communes. Les communs fonciers ne respectent pas les limites administratives, les limites des propriétés au sens du Code civil. Donc il n'est pas très heureux finalement de renseigner les communs fonciers sur un registre qui repose sur des parcelles bien délimitées, sur un cadastre qui est une délimitation géographique. On fait des carrés sur un cadastre, globalement c'est très formalisé, alors que les communs fonciers, ils vont avoir l'étendue que leur donne un titre qui a 300 ou 400 ans, donc on va avoir une étendue qui n'a rien à voir avec notre plan parcellaire au niveau de la publicité foncière. Alors, est-ce qu'on doit pour autant avoir un registre des communs ? Je pense qu'un registre peut être utile sous certaines conditions, sous certaines réserves. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme registre ? Eh bien, on pourrait faire un genre de registre strictement volontaire, strictement optionnel. Donc, un registre qui ne soit pas l'origine des droits, un registre qui ne crée pas les droits des communautés, mais qui permette simplement de reconnaître des actes administratifs, des décisions de justice, des anciennes coutumes, un registre en fait sur lequel on pourrait déjà donner des éléments de preuve, en fait un registre documentaire sur lequel on va dire il y a un acte qui nous donne tel type de droit. Un registre dont le juge pourrait se servir pour savoir, pour déterminer si on peut reconnaître tel droit aux habitants. Un registre qui permettrait d'informer les tiers, parce que l'acquéreur d'un terrain ne sait pas nécessairement qu'il y a un commun. Les communs n'étant pas publiés en France, et n'ayant pas besoin d'être publiés pour être reconnus, on peut acquérir un terrain et se rendre compte après coup qu'il y a un commun foncier, que les habitants ont un droit d'usage.
C'est pour ça qu'il y a des conflits des fois. C'est aussi parce que le tiers, de bonne foi, pensait être pleinement propriétaire de son terrain, et finalement, il n'est pas pleinement propriétaire. Simplement, le commun va s'imposer à lui. Alors c'est vrai que si on avait un registre, si on avait quelque chose qui disait là, il y a peut-être un commun, au moins les acquéreurs pourraient le savoir à l'avance et se dire bon, il va falloir que j'interagisse avec cette communauté qui prétend avoir des droits sur mon terrain. Et puis un registre, ça servirait aussi dans les relations avec l'administration, parce que si on a un commun qui est enregistré, qui est officialisé d'une certaine manière, à l'initiative de la communauté évidemment, quelque chose qui ne soit pas obligatoire, on pourrait envisager des collaborations avec l'administration locale, la mise à disposition de ressources, finalement des partenariats entre le commun et l'administration locale. Alors pourquoi est-ce que j'émets toutes ces réserves ? Parce que évidemment, à partir du moment où on crée un registre, il y a une forme d'ingérence étatique dans les communs. On va dire aux communautés, eh bien, vous devez formaliser votre communauté de telle manière. Et ce n'est pas forcément la manière dont il fonctionne. Donc c'est pour ça que j'ai bien pris cette précaution de dire, s'il y a un registre, ça doit être un registre qui bénéficie aux communautés, un registre qui n'est pas obligatoire, mais sur lequel, si elles le souhaitent, elles peuvent s'inscrire pour finalement donner une certaine officialité aux droits qui leur ont été reconnus. Et si aucun droit ne leur a été reconnu pour l'instant, eh bien, elles peuvent attendre et s'inscrire plus tard. Ça ne les empêche pas d'exister pour l'instant. Donc ça pourrait peut-être constituer un premier pas vers la reconnaissance un peu plus officielle des communs fonciers. Alors, en troisième lieu, je voudrais évoquer un dernier point qui ne repose pas nécessairement sur la création d'un registre, qui pourrait peut-être en bénéficier, mais qui ne devrait pas reposer dessus. C'est la question, finalement, si on formalise les communs fonciers, si on dit nos communs fonciers existent, on doit les protéger, on les reconnaît, alors que ça soit par les titres qu'on reconnaît devant les juridictions, que ça soit par un registre qui va finalement contenir ces titres qui ont déjà été reconnus par les juridictions et faciliter la preuve du titre, à partir du moment où on formalise nos communs fonciers, eh bien, on va avoir deux types finalement de conflits qu'on va pouvoir régler. Le premier, c'est les conflits entre les communautés et les autres usagers, donc le propriétaire du sol ou la collectivité, finalement les personnes qui essayent d'utiliser la même terre. À partir du moment où on a un titre qu'on peut prouver, la communauté va pouvoir continuer d'exercer son droit, même s'il y a un autre propriétaire ou s'il y a d'autres personnes qui ont également des droits. Donc en utilisant les titres, en fait, en utilisant tous ces documents qu'on a à notre disposition, on va pouvoir protéger les droits de la communauté. Le vrai danger qui reste, ce n'est pas les tiers, parce qu'à partir du moment où on formalise les droits de la communauté, les tiers ne sont plus un vrai risque, la communauté a ses droits, ils sont établis, on va pouvoir les utiliser. Le vrai danger, c'est l'État. Le vrai danger, c'est l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'État veut faire une autoroute ou une voie ferrée, il va exproprier les parcelles qui sont sur le chemin. Peu importe qu'il y ait des communs ou qu'il n'y ait pas de communs. Et le problème, c'est que quand on a des communs fonciers, un commun foncier, j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, il n'appartient pas aux habitants actuels, il appartient aussi aux générations futures. Comment est-ce que je peux faire ? Je suis l'État, j'essaye d'exproprier un terrain sur lequel, alors soit un terrain qui est la propriété d'une communauté, soit un terrain sur lequel la communauté a un droit d'usage. Je les exproprie, je vais devoir les indemniser. Comment est-ce que je peux indemniser les membres futurs d'une communauté ? En même temps, le commun n'appartient pas qu'aux membres présents de la communauté, donc je ne peux pas simplement donner de l'argent aux membres présents de la communauté. Il faut que je trouve un moyen d'indemniser les membres futurs de la communauté. Alors je pense qu'il y a deux solutions qu'on peut évoquer. La première, évidemment, c'est à partir du moment où on reconnaît, où on formalise nos communs fonciers, de considérer que finalement l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être rendue plus exceptionnelle, plus difficile. Pourquoi ? Parce que les communs fonciers sont déjà une manifestation d'une forme d'intérêt général. Donc il faut mettre ça en balance avec finalement les critères de l'expropriation. On a une expropriation pour cause d'utilité publique, on a une limitation des droits fonciers dans l'intérêt général, oui, mais face à ce but d'utilité publique ou d'intérêt général, on a un autre intérêt général qui est celui de la communauté, qui est un intérêt général un peu plus particulier, un peu plus resserré, mais qui est aussi une forme d'intérêt général et pas d'intérêt individuel. Donc essayer finalement de durcir un petit peu les critères de cette expropriation. Alors évidemment c'est une question pour le juge, c'est pas une question pour la loi. La deuxième solution qui me semble pouvoir résoudre une partie du problème, c'est en cas d'expropriation ou en cas de limitation des droits fonciers, que finalement la personne publique qui va exproprier ou qui va limiter les droits fonciers ne les compense pas en argent, puisqu'on ne peut pas compenser en argent les membres futurs de la communauté,
mais qu'on pense en nature, c'est-à-dire qu'on donne des terres finalement à la communauté, qu'on déplace finalement leurs droits d'usage sur une terre voisine, une terre proche, et qu'on leur donne finalement la même étendue, le même type de droit sur une terre voisine ou adjacente. Simplement, on déplace l'assiette foncière du commun parce qu'on a besoin de créer une autoroute ou une voie ferrée ou quelque chose comme ça. Donc essayer en fait d'avoir une compensation en nature plutôt qu'en argent, tout simplement parce qu'on reconnaît le fait que les communs ne participent pas de l'économie mercantile et qu'on ne peut pas les convertir en argent pour indemniser finalement les usagers et leur dire votre commun n'existe plus, on vous donne de l'argent, allez faire autre chose. Non, ce n'est pas la manière de travailler avec les communs. Moi, c'était le dernier point que je souhaitais évoquer en termes de formalisation, de reconnaissance des communs fonciers. Quelles sont les conséquences de cette formalisation et de cette reconnaissance? Bien, à mon sens, ça devrait être ces petites nuances apportées au droit de l'expropriation. En plus de ce que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire faire l'inventaire finalement des modes de création de reconnaissance des communs et se poser la question d'un registre des communs fonciers. Donc pour conclure en quelques mots, cette esquisse qui était à la fois brève et déjà trop longue, je pense, pose probablement plus de questions qu'elle n'en résout. J'espère avoir posé quelques bonnes questions, en tout cas quelques questions sur lesquelles on peut envisager de réfléchir à l'avenir. Je pense qu'il y a 3 grands chantiers qui sont les 3 axes que j'ai essayé de souligner, que je vais rappeler sans y revenir. La nécessité d'assumer finalement la complexité de droits fonciers qui sont entrelacés, qui sont mouvants, qui sont saisonniers, chose que la propriété individuelle ne permet pas de conceptualiser. L'importance de l'affectation des terres aux activités et aux besoins d'une communauté pour déterminer les droits et les devoirs de cette communauté, déterminer ce que cette communauté peut ou ne peut pas faire, et les enjeux liés à la formalisation des communs fonciers, faciliter leur reconnaissance, faciliter leur respect, faciliter leur protection effective contre notamment la prérogative régalienne qui est l'expropriation pour cause d'utilité publique. Voilà, donc je ne suis pas sûre d'avoir apporté des réponses à toutes ces questions. En tout cas, j'ai essayé d'en apporter quelques-unes, mais assurément pas toutes les réponses, ni peut-être même les bonnes réponses. Et je pense que si on veut essayer de réinscrire les communs fonciers dans le droit contemporain, il faut essayer de répondre à ces questions, mais il faut le faire sans contraindre l'infinie diversité des communs, sans essayer de trop en faire finalement, sans essayer de les faire rentrer dans un moule unique et uniforme, qui finalement serait délétère à ces communs qui sont ancrés dans le droit vernaculaire, qui sont ancrés dans un droit séculaire, et qu'on ne peut pas simplement faire rentrer dans un moule comme on a essayé de le faire avec les sections de communes. On voit bien que ça ne marche pas vraiment. Donc voilà, c'est ce que je voulais souligner. Je vous remercie pour votre attention, et j'espère que vous avez des questions.